Au cinéma, la musique a une place primordiale. En effet, même les films muets étaient diffusés dans des salles où un orchestre jouait, afin de donner du rythme au film. Dorénavant, un film ne se conçoit pas sans musique, et certains réalisateurs nouent une relation complice avec certains compositeurs et ne travaillent plus qu'avec eux. C'est le cas de Steven Spielberg et John Williams, Tim Burton et Danny Elfman, ou encore Robert Zemeckis et Alan Silvestri. Qui ? Ce nom me dit quelque chose. Ah bah oui, le réalisateur et le compositeur de la trilogie Retour vers le futur. Retournons dans le passé afin de découvrir les origines de cette singulière collaboration. C'est un mauvais montage photographique. Qui a débuté avec un simple coup de téléphone. C'est le 9 juillet 1877 qu'est créée la Graham Bell Company, marquant ainsi la naissance du téléphone. Non, on est peut-être allé trop loin là. Ah, voilà. Un soir de 1983, Silvestri est contacté en urgence pour créer la musique du film À la poursuite du diamant vert, le troisième film de Zemeckis, produit et joué par Michael Douglas. Comme d'habitude, tu nous as foutus dans un merdier épouvantable. Après le kidnapping de sa sœur en Colombie, Joan Wilder, une romancière, part à son secours avec une carte menant au diamant vert qui servira de monnaie d'échange. Sur son chemin, elle rencontre Jack Colton, un aventurier désabusé, ornithologue à ses heures perdues. Malgré des débuts difficiles, il trouve le diamant vert, libérant la sœur de Joan et vivant une histoire d'amour passionnée. Oh, que c'est beau! Ce film d'aventurier est inspiré directement par le personnage d'Indiana Jones, créé par Steven Spielberg et George Lucas en 1981. Le héros au chapeau et au fouet est devenu culte et inspira d'autres personnages d'aventuriers similaires, mais sans jamais l'égaler. Dans les années 80, les producteurs de films aiment les sonorités ethniques et les musiques rock au synthétiseur. Silvestri, sous la pression des producteurs, ne peut s'exprimer librement et crée une bande originale moderne qui n'est remarquable que parce qu'elle est sa première collaboration avec Zemeckis. J'ai l'impression d'être en face d'une musique variété des années 70. À la fois dans la démarche rythmique, mais plus encore dans la facture mélodique. C'est-à-dire qu'on a tout à fait des interventions très brèves avec les cuivres qui ponctuent d'abord, puis une mélodie, rien de très original, à d'autres instruments, et puis une rythmique omniprésente, avec un peu plus de traitement, je pense, de synthétiseurs qu'on pouvait en avoir dans les années 70. Mais si on réduisait la musique simplement à des facteurs très précis qui sont le rythme, la tonalité, l'orchestration et la mélodie, on tomberait exactement dans ce qui pouvait se faire peut-être un petit peu au début du disco dans les années 70-75. Dans la réalité, si vous étiez en train de poursuivre une voiture en voiture, il n'y aura pas de musique. C'est-à-dire que la réalité de la scène se passe de musique. Et si on passait uniquement à la poursuite avec des bruits de voiture qui accélèrent, l'impact sur le public n'est pas aussi grand que si on lui suggère de façon émotionnelle, directe, la sensation d'accélération et de vitesse. Et ça, il n'y a que la musique qui peut le faire. D'accord ? À la limite même, je dirais, enlever l'image et projeter la musique, vous allez obtenir l'effet émotionnel nécessaire. Cela dit, une fois hybridation et stéréotypes musicaux propres aux années 80 mis de côté,
on peut percevoir les prémices des futures grandes partitions d'un compositeur alors encore jeune. Certains morceaux très rythmés proposent déjà le mariage des synthétiseurs aux accents de cuivre et percussions d'orchestre qui feront le succès des musiques de Predator ou encore Avengers. On retrouve ce style notamment dans Retour vers le futur, avec les scènes de course-poursuite en skateboard marquées par les lancers mélodiques des trompettes et des violons. Direction 1985 ! Produite par Steven Spielberg, le roi du divertissement à Hollywood révélé par Les Dents de la Mer, pionnier du blockbuster et ami de Robert Zemeckis depuis qu'il a coécrit 1941 avec lui, la trilogie mythique, à l'origine, ne devait être qu'un seul film. Cependant, la pression des fans et son incroyable rentabilité financière donnèrent lieu à Retour vers le futur 2 et 3, initialement baptisés Paradox. Ces films mettant en scène Marty McFly. C'est moi, monsieur, Marty. Marty McFly. Et le docteur Emmett Brown, un savant complètement dingue qui teste le voyage dans le temps au volant d'une DeLorean. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Malheureusement, l'expérience est interrompue par des terroristes et Marty se retrouve replongé en 1955 pour échapper à eux. Seulement, il empêche ses parents de se rencontrer et donc remet en cause son existence. Cette trilogie est devenue une légende grâce aux comiques de situation, Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur. Ou un jour passé. aux expressions de Doc Brown, 2,21 gigawatts. Nom de Zeus. Où est donc ce gosse? 88 miles à l'heure. les courses-poursuites dans le centre-ville de Hill Valley, Tell me, doctor, where are we going this time? Is this the 50s or 1999? grâce aussi aux références à d'autres chefs-d'œuvre du cinéma, tels que Star Wars, Star Trek, Dr. Folamour ou encore La machine à explorer le temps. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Grâce aussi à certaines références à des musiciens célèbres, Chuck Berry, Angus Young et Jimi Hendrix. Écoute ça! C'est indéniablement la musique de Retour vers le futur qui révéla Alan Silvestri. Le compositeur a choisi l'orchestre symphonique afin de retranscrire la grandeur de l'héroïsme de ce film d'aventure temporelle. Il a une prédilection pour les pupitres des cuivres et des percussions qui confèrent une dimension épique à la partition. Qu'est-ce qui fait l'impact d'une telle musique? C'est la capacité très simple sur des... à peu près la même chose, à pouvoir immédiatement capter un intervalle, à pouvoir, en fait, c'est simple, tout le monde peut rechanter le motif tout de suite après l'avoir entendu. Il reste dans les mémoires, il s'imprime dans la mémoire, il va agir du reste à la façon d'un leitmotiv comme chez Wagner, hein, où chaque fois qu'on va l'entendre, vous allez avoir le réflexe de vous dire « Ah tiens, ça y est, je connais, je suis en pays de connaissance ». Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'y a pas de composition véritable, mais il y a la compréhension du système de mémorisation d'une musique qui fonctionne à 100%. Mais ce qui est le plus caractéristique est l'emploi d'ostinato rapide, motif composé de quelques notes se répétant en boucle, exacerbant le dynamisme et le côté mouvant de ces séquences. Les bandes originales des deux suites de Retour vers le futur, bien que très proches de celles du premier volet, ont toutefois leur ton propre.
Le deuxième épisode, plus sombre que le premier, voit la partition du thème principal agrémentée d'instruments plus graves et Silvestri compose davantage de musique mélancolique où les cordes chantent sur un tempo lent. Le troisième opus prend réellement de la distance avec les deux premiers par le caractère léger qu'apporte le contexte du western et la romance entre Emmett et Clara. Comme il fera à maintes reprises plus tard, Silvestri nous prouve qu'il connaît et maîtrise les codes musicaux du cinéma. C'est ainsi que deux nouveaux thèmes font leur apparition. Le premier typé western à la John Ford, et le second illustrant la romance entre Doc et Clara, prémisse des musiques intimistes de Forrest Gump, Contact ou Seul au monde. Direction 1997. Contact, la 8e collaboration entre Zemeckis et Silvestri, explore la science-fiction dans laquelle l'héroïne découvre un message de provenance extraterrestre. Le film entier repose sur la science, mais surtout sur la perception et les sentiments humains. Vous vous sentez si perdu, si isolé, si seul. Mais vous ne l'êtes pas. La musique de Contact, ainsi que les incrustations d'images d'archives, rappellent alors un autre film dramatique réalisé 3 ans plus tôt, Forrest Gump. Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Même s'il a privilégié l'action dans les précédentes productions, c'est avant tout la psychologie des personnages que Silvestri met en avant sur ce genre de film. Les naïvetés poétiques de Forrest Gump et la passion d'une enfant devenue adulte dans Contact sont retranscrites par des partitions simples et épurées à l'image des deux protagonistes. Afin de rendre plus intimes les thèmes jusqu'à l'introspection, le compositeur fait essentiellement appel au piano et aux cordes, instruments de prédilection quand il s'agit de faire parler l'âme humaine, le reste de l'orchestre colorant la musique tout en douceur. Les synthétiseurs de ses précédentes bandes originales sont mis au placard alors que les cuivres les accompagnent en arrière-plan. Forrest Gump fut d'ailleurs une consécration pour Zemeckis, lui permettant une perception de l'histoire des États-Unis aux côtés d'un jeune homme simple mais attachant, traversant la révolution rock'n'roll, la guerre du Vietnam. Alors raconte-nous un peu cette guerre, mec. La guerre au Vietnam? La guerre dans ce putain de Vietnam! Et rencontrant même Kennedy en personne. Mais qui c'est ça celui-là, John Kennedy? Direction 2000. Seul au monde. Et quoi qu'il arrive, on ne se permet jamais le péché de perdre le sens du temps qui nous reste. Chuck Noland est un chef d'entreprise qui sillonne le monde afin d'améliorer les performances de son entreprise, délaissant alors sa famille. Et je reviens très vite! Seul rescapé sur une île déserte, il va rester en vie sur cette île plus de 4 ans grâce à l'amour qu'il porte à sa femme, la passion pour son métier et l'envie de s'en sortir. Come on baby, light my fire! Regardez! Regardez! C'est un foot de détresse! Dans la réalisation des séquences où Chuck Noland est seul sur son île,
Tom Hanks est sur la quasi-totalité des plans, n'étant jamais filmé en plan large, insistant uniquement sur l'homme lui-même. Le seul plan large de l'île est celui où l'île disparaît quand le personnage de Chuck Noland arrive à la quitter. C'est aussi le moment de l'apparition de la musique de Silvestri. La musique est assez absente, laissant une atmosphère de solitude pour Chuck Noland durant les séquences sur l'île, complétant ainsi la réalisation et insistant sur la petitesse de l'homme livré à lui-même. Avoir une portion du film avec musique et une portion du film sans musique, c'est montrer tout simplement la coupure avec le monde civilisé. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un symbole derrière le fait qu'il n'y ait pas de musique. Ce film, en règle générale, est symbolique. C'est comment est-ce que, en s'étant abstrait de la société pendant un certain temps, comment on arrive à se réinsérer dedans. Musique égale civilisation, pas de musique égale pas de civilisation. Bien que s'apparentant à celle sensible et humaine de Forrest Gump, la partition de Seul au monde est toutefois traitée d'une manière bien plus original. C'est au hautbois soliste qu'est confié le thème du film. C'est l'instrument du timbre tragique par excellence, mais que les compositeurs ont également employé plusieurs siècles déjà avant l'invention du cinéma pour évoquer la nature, ainsi qu'apporter une touche de nostalgie. C'est un instrument assez sonore, avec un son vraiment pénétrant. C'est le phénomène de l'unicité. D'accord ? En fait, à l'orchestre, le hautbois arrive, il donne le la, et les instruments s'accordent sur lui. Ce qu'il y a dans le film, c'est que précisément, c'est l'histoire de cette personne-là avec ce qui va l'entourer après. Vous avez un symbole très simple de la personne qui est unique, l'instrument avant, un seul instrument avant, sur lequel les autres vont s'accorder autour, c'est-à-dire les cordes. Autant dire que cet instrument était prédestiné à une telle aventure. À nouveau, l'utilisation de l'ensemble de cordes renforce le caractère humain du propos. Une très belle symbolique ici dans le choix des timbres instrumentaux par rapport au sujet du film. Ça me paraît, là on est à un niveau de musique de film qui est très élevé, très exigeant. Là. On n'est pas dans le commercial, là, pas du tout. Si elle n'est pas forcément la plus caractéristique du style du compositeur, cette bande originale en est certainement la plus intelligente. Après avoir exploité en 1988 le procédé combinant l'image d'animation et prise de vue réelle avec « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?», où les musiques parviennent à nous plonger dans un univers jazz des années 40 et accompagnent le monde des Toons, Zemeckis tente l'expérience de la 3D avec le Pôle Express. Direction 2004. Adapté du roman de Chris Van Allsburg, le Pôle Express marque le début pour Robert Zemeckis d'un virage dans sa carrière. Il entame là la parenthèse des films d'animation et plus précisément des films tournés selon la technique de la motion capture, initiée dans la saga du Seigneur des Anneaux 2 ans plus tôt avec le personnage de Gollum et perfectionné quelques années plus tard par James Cameron dans Avatar. La motion capture, ou capture du mouvement, est une technique consistant à enregistrer les mouvements réalisés d'un acteur ou objet grâce à des centaines de microcapteurs et à les restituer sous une interface virtuelle qui en devient crédible grâce à la prestation de l'acteur. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on parle de performance capture. Ainsi, des acteurs tels que Tom Hanks prêtent leurs traits et leurs performances à des personnages en images de synthèse. Chaque acteur peut ainsi jouer plusieurs personnages différents, jusqu'à 6 dans le cas de Tom Hanks. La bande originale du Pôle Express marque la 11e collaboration entre Zemeckis et Silvestri. On est dans le monde onirique. Voilà, c'est le rêve. Et ça, du point de vue des timbres choisis, que ce soit le Glockenspiel, qui rappelle un peu la berceuse, à la fois la berceuse, parce que la berceuse c'est s'endormir, mais à la fois en même temps la chose onirique, eh bien, le but est parfaitement atteint pour indiquer que, ok, on coupe complètement avec quelque chose qui est le monde de la réalité. Et ça, là, ça montre aussi une démarche symbolique du compositeur par rapport, et du réalisateur, bien entendu,
par rapport à ça. Par la suite, Zemeckis réalisera à nouveau 2 adaptations littéraires en utilisant la technique du motion capture. La première, Beowulf, qui lui offre sa première expérience dans l'heroic fantasy. La bande originale de Silvestri s'adapte au genre puisqu'on y dénote des sonorités résolument violentes et épiques. La deuxième, Le drôle de Noël de Scrooge, ce classique de Dickens permet un retour aux sources à Zemeckis. En effet, la thématique du voyage dans le temps y est évoquée. Afin de mettre en musique cette nouvelle adaptation, Alan Silvestri s'est inspiré de véritables comptines de Noël et a fait appel à la voix d'Andrea Bocelli pour la chanson finale God Bless Us Everyone. L'ambiance est plutôt au magique sombre et s'apparente par moments au style de Danny Elfman dont Silvestri est grand amateur. La légende de Beowulf, bien qu'empreinte des synthétiseurs, cuivres et percussions des premières œuvres du compositeur, possède l'ampleur et la sonorité puissante des productions épiques du XXIe siècle. Cela fera bientôt 20 ans que Zemeckis et Silvestri collaborent ensemble suite à ce simple coup de fil, cette fameuse nuit de 1983. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Oui, bien sûr, il y a une évolution notable du style entre les 4 musiques, les 4 films dont on a parlé, dans lesquels on s'avance petit à petit vers un langage, d'accord, et un degré de symbolisme bien plus élevé. Et donc pour moi c'est un trajet ascendant. De l'aventure à la science-fiction, en passant par le drame et quelques incursions dans l'animation, Zemeckis et Silvestri ont su s'adapter à tous les genres. Dans ce cas-là, moi je vois un trajet vraiment ascendant entre le savoir-faire, d'accord, qui est indéniable, c'est le côté commercial, je sais faire une sorte de jingle dont tout le monde va se... Et puis après, je sais comment exploiter mieux mon invention musicale pour qu'elle colle non seulement au film, mais qu'elle lui donne un aspect symbolique. Et là, ça veut dire qu'on est vraiment rentré dans un domaine de la composition qui est beaucoup plus intéressant. On compte aujourd'hui 14 films issus de cette collaboration qui a commencé avec À la poursuite du diamant vert et se poursuit aujourd'hui avec la sortie récente de Flight, un drame sur l'alcoolisme d'un pilote d'avion haut placé qui ferme sa parenthèse de film d'animation. Depuis sa rencontre avec Silvestri, Zemeckis n'a jamais travaillé avec aucun autre compositeur. Bien qu'il n'ait aucun film en préparation pour le moment, après la sortie de Flight, il est fort probable que le couple se reformera à l'occasion d'une nouvelle œuvre cinématographique. Picoti, picota, je vous en prie. Oh ma Jessica, tu es belle, tu as des gros lolos mais tu es très belle.